Vous avez 15 ans, vous grandissez dans une famille pauvre, mais vous rêvez d'une vie meilleure. Un jour, on vous propose un travail dans une usine ou dans un hôpital. Vous acceptez, pleine d'espoir, mais vous vous retrouvez enfermé dans une pièce, obligé de servir des dizaines d'hommes chaque jour. C'est ce qu'ont vécu des milliers de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces femmes, arrachées à leur foyer, ont été piégées dans ce qu'on appelait des stations de réconfort, un système organisé par l'armée japonaise. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet difficile mais essentiel, l'histoire des femmes de réconfort. Ces femmes ont été victimes d'un système de violence sexuelle organisé par l'armée japonaise pendant la guerre. Aujourd'hui encore, cette histoire fait débat. Chaque mercredi, depuis plus de 30 ans, des survivantes et leurs soutiens manifestent devant l'ambassade du Japon en Corée du Sud. Et c'est pourquoi je vais vous raconter aujourd'hui leur histoire. Pour comprendre comment ce système a commencé, il faut remonter à 1931, lorsque le Japon impérial envahit la Mandchourie. En occupant cette région stratégique de la Chine, l'armée japonaise commet de nombreux viols. Ces violences deviennent un problème pour les dirigeants japonais qui craignent qu'elles ne provoquent des révoltes dans les territoires occupés. Ils cherchent alors une solution, des bordels militaires appelés stations de réconfort où les soldats pourraient être encadrés. La première station de réconfort ouvre en 1932 à Shanghai, en Chine. Au départ, ces lieux emploient des prostituées volontaires, principalement japonaises. Mais très vite, l'armée réalise qu'elle a besoin de beaucoup plus de femmes pour satisfaire les soldats. C'est là que commence l'exploitation forcée. En 1937, l'armée japonaise envahit la Chine et commet le tristement célèbre massacre de Nanking. Pendant 6 semaines, environ 30 000 civils et prisonniers de guerre chinois sont tués et 80 000 femmes et enfants sont violés. Ces événements marquent un tournant. Les viols de masse deviennent si incontrôlables que les généraux décident d'étendre massivement le réseau de stations de réconfort pour canaliser les soldats. Le système devient alors une partie intégrante de la stratégie militaire japonaise. Les stations se multiplient à travers toute l'Asie, dans des pays comme la Corée, la Chine, les Philippines, l'Indonésie et même certaines îles du Pacifique. Les méthodes pour soi-disant recruter ces femmes étaient brutales et variées. Par exemple, en Corée, colonisée par le Japon depuis 1910, les autorités distribuaient des affiches promettant du travail dans des usines, des hôpitaux ou comme domestiques. Et beaucoup de jeunes femmes, souvent issues de familles pauvres, répondaient à ces offres, mais une fois qu'elles montaient dans les trains ou les bateaux, elles se retrouvaient piégées. Mais là, par exemple, en Chine ou en Indonésie, les femmes étaient souvent kidnappées directement dans les rues ou vendues par des collaborateurs locaux. Ces femmes n'avaient aucune idée de leur destination. Une fois arrivées dans les stations de réconfort, elles étaient emprisonnées, privées de leur liberté et contraintes à subir les pires sévices. Chaque jour, elles devaient servir entre 10 et 30 soldats. Beaucoup ont décrit cette expérience comme une mort lente. Les conditions de vie dans les stations étaient insoutenables. Les femmes vivaient dans des petites pièces, souvent insalubres. Elles étaient constamment sous la surveillance des soldats et n'avaient donc aucune liberté et aucun moyen de s'échapper. Les violences physiques et psychologiques étaient permanentes. Beaucoup contractaient des maladies sexuellement transmissibles et d'autres tombaient enceintes. Mais les grossesses n'étaient jamais tolérées. Les femmes étaient soumises à des avortements brutaux, souvent sans assistance médicale. Et celles qui avaient le malheur de tenter de s'échapper étaient sévèrement punies et parfois exécutées. Quand le Japon capitule en 1945, les stations de réconfort ferment, mais pour les survivantes, le cauchemar ne s'arrête pas. Beaucoup sont abandonnés dans des pays étrangers, sans argent, sans papier et sans aucun moyen de rentrer chez elles. Celles qui réussissent à retourner dans leur pays doivent affronter une nouvelle épreuve, le rejet. Dans leur communauté, elles sont souvent considérées comme souillées ou honteuses. Donc par peur ou par honte, beaucoup choisissent de garder le silence sur ce qu'elles ont vécu. C'est pour cette raison que pendant des décennies, cette histoire reste enfouie. Mais en 1991, Kim Hak-sun, une survivante coréenne, décide de parler. Elle raconte publiquement son calvaire, brisant ainsi le silence pour la première fois. 죽인다는 게 무서워서 젊어서는 사실 하고 싶어도 말을 못했어. 그랬는데
살다니. 내가 이런 말을 해갖고 내가 일본 사람들이 죽을란지도 모른다 하면서도 내가 죽기 전에 말은 한 번 했었다. 나 대신 누가 할 사람이 없는 것 같다 싶어서 말을 시작한 거예요. Son courage va inspirer d'autres survivantes et ensemble, elles commencent à exiger la justice. En 1992, des activistes et des survivantes organisent une manifestation devant l'ambassade du Japon à Séoul. Et cette manifestation devient rapidement une tradition depuis plus de 30 ans, puisque chaque mercredi, des survivantes et leurs soutiens se rassemblent pour réclamer des excuses officielles et des réparations du Japon. Ce passage n'est pas censé vous rappeler ma dernière vidéo sur les mères de la place de Mai qui aussi, comme elles, chaque jeudi vont manifester autour de la place de Mai. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse le petit lien juste ici. Mais dans une décision rendue le 23 novembre 2023, les juges coréens ont ordonné au gouvernement japonais de verser des compensations financières aux victimes de prostitution forcée durant la Seconde Guerre mondiale. Une décision balayée par les autorités japonaises qui considèrent qu'un accord bilatéral avait clos ce dossier en 1965. Ces manifestations, appelées les manifestations du mercredi, symbolisent la lutte pour la mémoire et la justice. Même après la mort de nombreuses survivantes, ces rassemblements continuent. Des jeunes générations prennent le relais, montrant que cette histoire ne sera pas oubliée. Un autre symbole puissant de cette lutte est la statue de la paix. Cette sculpture représentant une jeune fille en nangbang, la tenue traditionnelle coréenne, a été installée en face de l'ambassade japonaise en 2011 pour marquer le 1000e rassemblement du mercredi. Ces statues, désormais présentes dans plusieurs pays, tels que récemment la Sardaigne, rappellent au monde que les souffrances des femmes de réconfort ne doivent jamais être effacées. Elles honorent les survivantes et dénoncent l'inaction du gouvernement japonais qui refuse toujours de reconnaître pleinement sa responsabilité dans cette affaire. Plus récemment, en avril 2024, les familles de 18 de ces femmes victimes d'abus sexuels, aujourd'hui malheureusement décédées, qui inclut aussi les enfants de ces femmes, ont affirmé que ces dernières avaient subi d'importants dégâts physiques et psychologiques en conséquence de leur détention et leur abus. C'est pourquoi ils ont attaqué en justice l'État japonais et ils demandent des excuses officielles du gouvernement. Mais aussi, la famille de ces femmes demande 36 millions de won, ce qui équivaut à 4,6 millions d'euros de dommages. Les femmes de réconfort ont vécu l'indicible. Ce qui est encore plus insupportable, c'est que leur histoire continue d'être minimisée ou niée. Les manifestations du mercredi et les statues de la paix sont là pour rappeler que ces crimes ne doivent jamais être oubliés. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'histoires de ce genre. Je vous dis à bientôt, salut!